Bonjour, bienvenue à tous à cette visioconférence dédiée à l'UX éditorial. L'UX éditorial, terme un peu barbare, l'expérience utilisateur éditoriale, l'optimisation des bonnes pratiques pour soigner ces contenus, pour être vu, lu, entendu sur le fond et sur la forme. Alors, je me présente rapidement, je suis Cyril Franck, le directeur de l'ESJ Pro Média à Paris. ESJ Pro qui propose de la formation continue pour les journalistes, les producteurs de contenu et l'ensemble des métiers des médias, esj-pro.fr. Et nous avons un site, un newsletter que nous éditons également de façon hebdomadaire, que j'édite, esjpro.substack.com. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations à la fin du slide. Le contexte est particulier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'être bon sur le design de contenu ou le UX de contenu éditorial? C'est parce qu'on a affaire à une véritable bataille pour l'attention. Et ça vous a pas échappé. On est littéralement submergé par des sollicitations diverses. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà à peu près ce qu'on reçoit en minutes en 2020. Cette infographie est remise à jour, actualisée tous les ans et elle gonfle. Ou alors de nouveaux outils apparaissent. Alors en l'occurrence, on a l'apparition de TikTok qui a fait son entrée et son irruption brutale l'an dernier, qui est devenu quelque chose de très central auprès des 15-24 ans. On a également, bien sûr, les traditionnels Gmail, WhatsApp qui continue sa progression, Twitter, etc., etc. Voilà en gros l'ensemble des sollicitations absolument prodigieuses auxquelles on est soumis en permanence sur Internet et dans sa vie courante. Les conséquences, c'est que bien sûr, il faut, si on peut passer la slide, il faut être bien meilleur qu'autrefois pour pouvoir avoir une chance d'émerger. Slide suivante, s'il vous plaît, plutôt que précédente. Voilà, la première conséquence, c'est que face à cette infobésité, cette vraiment surabondance de contenu, chaque consommateur doit faire des arbitrages et la plupart des contenus sont en réalité très peu lus, ils sont lus en superficialité pour pouvoir être capable de gérer l'ensemble de ces sollicitations. Donc, cette étude de Chartbeat qui date de 2015, elle montre que en moyenne, les lecteurs passaient moins de 15 secondes sur 55% des lecteurs passaient moins de 15 secondes sur une page web en moyenne. Ça veut dire qu'effectivement, il y a véritablement une nécessité d'être meilleur. Je clique ou pas, le temps qu'on a pour convaincre, c'est moins d'une seconde, 0,3 secondes, selon cette même étude, qui est le temps où on a l'occasion de convaincre l'utilisateur de cliquer ou pas. La plupart des contenus ne sont pas lus jusqu'au bout non plus. Seuls plus de 50% ne vont pas au-delà de 200 mots. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il faut rester sur des contenus courts de 200 mots, et ça, je voudrais vraiment faire un point là-dessus, mais ça veut dire que, d'abord, il faut être dans l'infinité, il faut essayer d'intéresser ceux les 20% qui restent à la fin, qui peuvent être intéressés par les contenus qu'on produit, qui peuvent être longs, et ça veut dire qu'il faut être surtout très efficace dès le début. Alors, la situation, c'est comme si on parlait à des automobilistes au bord de l'autoroute. On a un message à leur divulguer, mais ils n'ont vraiment pas de temps à nous accorder. Donc, il faut être très bon. Alors, ceci d'autant plus que si on parle du business model de la presse, des médias, l'abonnement est aujourd'hui devenu le modèle d'affaires majeur. Selon l'étude du rapport Reuters Institute de 2017, 95% des quotidiens et des hebdos sont devenus payants en totalité ou en partie, via les modèles dits freemium et les paywalls qui peuvent être plus ou moins ouverts ou plus ou moins fermés. Donc voilà, là tout ça explique pourquoi est-ce qu'il faut être bien meilleur sur les contenus et soigner cette fameuse expérience utilisateur qui va être déterminante pour avoir une chance non seulement de capter l'attention, mais plus encore éventuellement d'engager des abonnements ou une forme de monétisation. Alors, de quoi on parle quand on parle du UX éditorial? En réalité, on est au confluent de plusieurs choses, à la fois le fond, les contenus, et c'est déjà la première chose, le design, à quoi ça ressemble, et ça prend en compte pas uniquement les interfaces, mais aussi la manière de présenter l'information, et enfin, quand même, néanmoins, la technologie, qui est les tuyaux, qui permettent d'avoir une expérience de lecture, de consommation des contenus agréable. La vitesse, par exemple, on va en parler. Alors, les contenus, le point clé qui va nous concerner plus particulièrement durant cette visioconférence,
D'abord, le premier point, c'est qu'il faut que ces contenus apportent de la valeur. Ça a l'air évident, évidemment. Il faut rendre service au lecteur, téléspectateur ou celui qui se trouve devant l'audio ou la vidéo. J'ai dégagé 4 grands services qu'on peut rendre à l'utilisateur qui font écho aux fameux 4 P du marketing mix bien connus, hein, prix, place, promotion, produit. Et je les ai remplacés par ces 4 besoins. Besoin pratique, besoin de plaisir, besoin de pensée et besoin de partage. On a tous besoin de ces 4 choses à la fois, soit simultanément, soit successivement. Mais en tout cas, les contenus doivent répondre à ces besoins-là. Besoin pratique, c'est vraiment tangible, immédiat. Quoi ça va m'aider dans ma vie concrète. Le plaisir, bah, c'est le divertissement, mais pas uniquement. C'est le plaisir aussi des interfaces. C'est le plaisir d'un visuel qui est beau, d'un cartoon qui est sympathique. La pensée, bah, c'est comment je deviens plus intelligent pour comprendre le monde et me comprendre moi-même. Et le partage, bah, c'est au centre. C'est en gros quand tous les contenus qu'on produit sont des carburants sociaux. Ils nous aident à nous connecter les uns aux autres. Et c'est probablement le point clé à ne pas rater. Alors, les services pratiques, effectivement, comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner concrètement. Ici, je vous ai mis à gauche un petit schéma qui donne une espèce de dosage sur ce type de contenu et sur les contenus qu'on va voir par la suite de chacun de ces éléments. Alors, il y a beaucoup de pratiques, évidemment, là-dedans. Le divertissement, bah, il passe un peu derrière. Le plaisir, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait plaisir, mais enfin, c'est très utile. Le social, oui, parce que ça va se partager. Si c'est pratique, cette information va nous aider à partager l'information auprès de sa communauté, ses amis, sa tribu. Et la pensée, bah, comprendre un tout petit peu de choses. Le service de plaisir et de divertissement, je vous donne cet exemple du cartoon. Ici, on voit sous-payé, mais qu'est-ce qui vous dites que vous êtes sous-payé? Il y a plusieurs femmes de mon équipe qui sont payées autant que moi. Voilà. Et ici, il s'agit vraiment de déclencher à la fois quelque chose de drôle, mais en même temps pas complètement idiot. Ça dit quelque chose, donc il y a un peu de pensée, il y a beaucoup de plaisir et de divertissement derrière. Il s'agit de s'amuser quand même, même par dérision. Et puis, bien sûr, tout ça va nous aider à nous relier aux autres. On va partager ce cartoon. Le service de pensée et intellectuel, bah, c'est des choses beaucoup plus profondes, enfin beaucoup plus intellectuelles. Les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Voilà, on est sur du lourd, du structurel, et on va retrouver des titres et des médias comme France Culture et d'autres qui produisent ce genre de contenu. Certains en ont besoin, on en a tous besoin un petit peu, à des degrés différents, à des moments différents. Mais en tout cas, voilà, c'est le type de service qui est rendu derrière ce que j'appelle la pensée. Et puis, alors, bien sûr, il y a aussi le social pur, vraiment ce qui nous aide vraiment à nous socialiser. Là, on a un mélange un peu équilibré entre les trois. Le quiz va être à la fois ludique, en même temps, il va nous aider à comprendre quelque chose, et en même temps, bien sûr, il va nous socialiser un peu majoritairement, mais globalement, ces trois sont assez équilibrés. Et vous voyez que la recette, l'équilibre de chaque contenu peut être différent. On verra que l'important, c'est vraiment de soigner ce mix selon le public à qui on s'adresse. L'infographie, celle-ci en l'occurrence, qui est intéressante, qui montrait la progression du nombre de morts au cours de l'année passée et des années précédentes, avec une animation interactive qui montrait véritablement l'impact du Covid de façon très claire, très nette. Donc là on a vraiment de l'intelligence, on a aussi du plaisir, parce que le plaisir de comprendre est immédiat. Là, on va vraiment comprendre l'importance et le degré d'urgence et de gravité de ce qui nous a concerné d'un point de vue sanitaire. Et puis, bien sûr, ça va se partager. Alors, le deuxième point, bien sûr, pour soigner cette expérience utilisateur de contenu, c'est d'adapter les contenus au public, de bien soigner le canal et les temporalités. C'est pas de diffuser n'importe quel contenu, on va y revenir à n'importe quel moment, et puis d'adopter le bon format. Donc, adapter au public visé, c'est vraiment décider de quel format va être plus intéressant pour tel public selon sa disponibilité, son mode de vie. Donc, voilà, c'est un exemple de positionnement précis, concret, long. Je vais donner des exemples de contenu, le plan stratégique 2020, enjeux et autres leviers. Ça correspond plus à ce type de public. Voilà comment on va pouvoir se distinguer auprès du public avec un ton plus familier,
plus proche, plus dynamique. Dès lors qu'on va être sur des publics plus âgés, plus CSP, plus pressés, alors on aura un ton plus soutenu, plus distant, plus statique. On va être plus vers du précis opérationnel sur les publics plus jeunes et plus. Enfin, encore une fois, c'est très schématique, mais potentiellement, ça peut être une forme de mapping. Bien entendu, ça va dépendre de l'analyse préalable de son public et de ses cibles. Voilà, c'est un mapping type pour un public précis dans le cadre d'une analyse précise. Soigner le bon canal, le bon timing, c'est vraiment tenir compte de mode de vie de chacun. Vous avez cette infographie qui représente en réalité l'attention et l'importance de la consommation de tel ou tel support selon les moments de la journée. Et effectivement, on constate que une forte consommation du téléphone, du smartphone. D'abord, il faut savoir que le smartphone a pris le pas en termes de consommation globale déjà sur l'ensemble des autres supports technologiques, mais globalement, c'est un outil extrêmement intéressant en continu dans la journée, mais plutôt le matin et le soir plus qu'au milieu de la journée où on travaille, on est plus devant son ordinateur. Voilà, donc vraiment c'est schématique et ça évolue beaucoup, mais globalement, essayer de se tenir au courant des usages, de comment les gens s'informent sur quel canal, sur quel support, et quel est le meilleur, le meilleur moyen de les toucher proprement. Donc, le troisième point, c'est une fois qu'on a déterminé quel est le canal sur lequel on va le recevoir, quel est le bon format, quel est le plus efficace pour délivrer le message le plus attractif possible. Donc, effectivement, l'infographie, ces exemples-là, l'infographie lors de l'élection présidentielle américaine qui représentait les parts, en fait, l'importance de chaque candidat en nombre de grands électeurs, donne une image assez rapide, assez immédiate du rapport de force à l'instant T. Là, on est sur la fin, mais ça a évolué tout au long de la campagne, du vote, pardon. Et à gauche, vous avez un exemple de représentation de comment le réchauffement climatique impacte concrètement certains territoires avec la mer de glace qui disparaît. Et on le voit visuellement avec un changement sur une même photographie, on voit un changement radical de présence de cette fameuse mer de glace. Donc, une fois qu'on a choisi le bon format qui correspond, qui vraiment va véhiculer le meilleur message, encore faut-il que le texte soit bien écrit. Et là, il y a vraiment des bonnes pratiques à respecter. D'abord, il s'agit d'avoir un texte qui va permettre de comprendre quelque chose. Donc, il faut permettre une navigation non seulement rapide, mais profonde du contenu. Donc, l'avantage du texte, c'est qu'il est très, très efficace encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de nouveaux formats qui font poète, etc. Le texte reste aujourd'hui très efficace. On peut lire en diagonale dans un texte, ce qu'on ne peut pas faire en vidéo. On est obligé de suivre la narration de celui qui va vous présenter sa démonstration. On a un pouvoir immersif très fort si on soigne le style et la narration. Alors, CF, le roman en témoigne. La complémentarité de l'image qui est de plus en plus imbriquée au texte. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui c'est le texte ou l'image, c'est les deux, mon capitaine. On le voit avec le surtitrage des vidéos et des tas de formats d'infographie avec un texte par-dessus, etc. Donc, aujourd'hui, le texte reste quand même un outil très fort pour transmettre une pensée, expliquer les choses. Alors, quelques mauvais exemples quand même, au passage, de ce qu'il ne faut pas suivre. Ici, on a une information parue dans Science et Avenir, Science et Vie, pardon, avec leur système nerveux original découpé en 9 éléments, leur ADN bizarre et leur intelligence hors norme, les pieuvres et autres céphalopodes éveillent l'imagination des biologistes. Et le titre, les pieuvres seraient des extraterrestres. Donc là, évidemment, on a un problème, c'est que c'est très tapageur, c'est censé doper artificiellement l'audience du site et ça donne une image peu sérieuse du magazine scientifique. Voilà. En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'au cours du papier, quand on a cliqué, on se rend compte que les auteurs de l'article reconnaissent eux-mêmes que c'est pas très sérieux. Donc voilà, c'est pas forcément un bon contenu. Le service qui n'a pas d'intérêt. L'information auto-centrée, pas d'intérêt pour le lecteur, hormis ceux qui sont mentionnés, l'exemple des fameux classements qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux. Youpi, je suis dans le classement des influenceurs, ça n'intéresse personne sauf ceux qui sont mentionnés. Ça, je dirais que ça agace les gens, mais c'est une contrainte. Enfin, souvent on voit ça dans les magazines de communication interne, surtout, où on sent que telle ou telle personne, cadre ou responsable de la direction, s'est fait plaisir, s'est valorisé. Il faut vraiment prendre en compte l'intérêt des lecteurs. Est-ce que ça intéresse les lecteurs qu'on parle de vous? Non, ça les intéresse qu'on parle d'eux. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses pour être efficace.
Le problème du ciblage, du mauvais lieu, voilà un exemple de LCI qui publie tôt le matin, au moment où on attend une information intéressante, à un angle sur la dernière émission de télé-réalité, très people, et ça ne correspond pas à une hiérarchie des besoins de la plupart des gens qui se rendent sur la page d'accueil à ce moment-là. Donc, c'est pas que l'information est mauvaise, elle intéresse plein de gens, mais pas à ce moment-là, pas sur ce canal, voilà. Alors, le design, c'est vraiment les interfaces, mais pas que. Il faut savoir optimiser vraiment la lisibilité. D'abord, la lisibilité physiologique, on va voir. Ensuite, respecter une progressivité horizontale et verticale de l'information, on va y revenir. Essayer d'avoir une logique cognitive, une idée par paragraphe. Et enfin, trouver des tournures et un vocabulaire simple, adapté, des phrases courtes, pas toujours, mais en tout cas surtout au début des paragraphes. Alors, il faut aussi qu'il y ait, donc la lisibilité, on revient sur chacun de ces points. La lisibilité physiologique, le texte doit être gros, contrasté, enfin assez gros en tout cas. Parfois, on a tendance à avoir des interfaces qui donnent des textes trop petits, contrastés, aérés, des paragraphes pas trop longs. Attention vraiment à l'effet dissuasif des murailles de mots. Voilà. On ne rentre pas dans une muraille de mots. Ça veut dire qu'il faut sauter des paragraphes plus souvent. Il faut regarder ce que ça donne sur un mobile, puisque je vous ai dit que le mobile est devenu aujourd'hui le device numéro 1 en termes de consommation, et pas forcément uniquement regarder ce que ça donne sur un PC. Veiller à l'interlignage et l'interlettrage pour que ça soit le plus lisible possible. C'est vraiment des critères importants de design pour le coup. La progressivité horizontale, l'information doit être présentée par ordre d'importance. La hiérarchie de l'information, elle est cruciale. D'abord dans la construction de la phrase. Qu'est-ce qui se passe avant le comment et le pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour convaincre. Donc si déjà le sujet n'intéresse pas les gens, c'est pas la peine de leur donner du contexte de ayant longtemps programmé, non, d'abord, qu'est-ce qu'il a fait et puis dans quel contexte. Donc ça, c'est vraiment la progressivité horizontale dans la phrase elle-même. Puis après, il y a la progressivité verticale, c'est-à-dire l'information doit être présentée dans l'article ou dans la vidéo d'ailleurs, c'est pas forcément lié à l'article. D'abord dans le qu'est-ce qui se passe avant le comment et le pourquoi, et enfin ensuite, on va essayer de dérouler progressivement, revenir de plus en plus dans le détail du qui, du quoi, du comment, du pourquoi, petit à petit. Il va falloir rassembler les choses de même nature aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer du temps à expliquer qu'un tel a tel ou tel CV pour ensuite passer ce qu'il a fait, puis après revenir sur son CV. On va rassembler les choses de même nature pour que ça soit plus lisible, plus facilement décryptable, notamment en diagonale. L'accessibilité, c'est aussi la longueur des phrases. Donc, je vous ai dit plutôt tout à l'heure des phrases plutôt courtes, dans la mesure du possible. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire que des phrases de 13 mots ou de 12 mots. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que globalement, il faut essayer d'être surtout efficace au début des paragraphes. Les études de eye tracking montrent que c'est là que se concentre l'attention parce que le lecteur a besoin de savoir, avant d'aller plus loin, si ça correspond à son besoin. Est-ce que ça m'intéresse? Et donc, on va être efficace très rapidement, quitte à ce qu'après, on puisse rajouter des phrases plus élaborées, parce qu'on ne peut pas expliquer des choses complexes uniquement avec des phrases de 13 mots, de 12 mots. Mais voilà, il va falloir penser à cette efficacité-là. L'ergonomie, troisième point, elle doit être intuitive, accrocheuse et prédictive. L'interface intuitive, quelques bons exemples. Le Monde a des articles aérés, donc il vient de refaire d'ailleurs sa home et son application mobile. Navigation simplifiée, la mise en avant des fonctions populaires, le live, les favoris et le partage, et puis la vitesse de chargement qui s'en trouve augmentée. Autre bon exemple, Rennes Métropole qui présente pareil un contenu aéré. Les rubriques et les dates sont indiquées sur chaque sujet de home, ça c'est important, c'est intéressant. Et les visuels sont de qualité, la vitesse également est très bonne. Deux bons exemples. Accrocheuse. Alors la vidéo accrocheuse, vous n'avez pas vraiment pareil, c'est comme pour les articles, vous n'avez pas beaucoup de temps pour intéresser les gens. Il faut que l'intérêt soit fait dans les 10 premières secondes. Donc, pas d'intro, une information tout de suite, un rythme rapide, des plans qui s'enchaînent. Alors, tout dépend, encore une fois, plus ou moins selon le public. Là, en l'occurrence, DataGull est très, très fort sur un public plutôt jeune, diffusé sur YouTube et repris sur France Télévisions. Mais on peut faire des choses intermédiaires, un peu moins dynamiques. Mais en tout cas, il faut être clair, éviter les phases introductives avant de donner du contenu. Il faut dire très rapidement quel est le sujet et donner une première info vite. La prédictivité des liens, c'est des choses bien connues, c'est qu'on doit savoir ce qu'il y a derrière un lien avant même d'avoir cliqué.
On peut même préciser, jusqu'à préciser le format de ce qu'il y a derrière. Le PSG ne comprend pas que jouer au foot se fait avec les pieds et non avec les mains. Pas facile de gagner à un sport quand on n'en comprend pas les règles. Lire la suite. Il y a deux problèmes dans cette interface, dans cette présentation, c'est qu'on ne comprend pas bien qu'il s'agit d'un verbatim, parce qu'il n'y a pas les guillemets, et d'autre part, lire la suite ne donne pas vraiment envie. Je sais pas, je comprends pas ce qu'on me dit là. Dans l'autre cas, évidemment, on a un verbatim et surtout la colère de l'entraîneur Paul Le Guen. On sait qu'il parle, on sait qu'il est, bon, on comprend qu'il est en colère, et donc on veut savoir la suite. Bien sûr, pourquoi il parle de quel match, etc., etc. Donc, quelques mauvais exemples. Le chapeau redondant par rapport au titre. Ici, on voit le même titre, la Fed se prépare à remonter les taux vers une remontée des taux. Bon, voilà, c'est la même chose, donc ça ne sert à rien. Une muraille de mots complètement illisible, une mauvaise progressivité de l'info et une mauvaise exploitation du gras. On ne rentre pas dans ce contenu. Alors, mauvais exemple, deuxième exemple mauvais, celui de la complexité cognitive. Ici, sur ces textes-là, le gras sur les mots-clés se fait au détriment de la compréhension du lecteur. On voit bien qu'il y a une technique de SEO derrière, mais elle est contre-productive, surtout du point de vue des lecteurs. Ça ne dit rien, on ne comprend pas bien. Voilà. Ensuite, sur le plan de l'écriture, ce dimanche, il faut vraiment penser à préciser le jour, de quel jour on parle, penser que ce contenu va être lu aujourd'hui, mais surtout demain. Donc, préciser de quel jour il s'agit précisément. Et puis, la phrase est très compliquée, quoi. Beaucoup d'infos, on doit mettre l'accent sur l'info principale. Si j'arrive à lire, j'arrive pas à lire, c'est trop petit, mais il y a beaucoup d'infos. Il faut essayer de séparer les choses. Donc, en réalité, la France a perdu ses 2 derniers matchs contre l'Espagne ce dimanche 16 septembre 2018. En demi-finale de la Coupe Davis de tennis. 2 défaites sans gravité, car l'équipe de Yannick Noah s'était déjà qualifiée la veille. On dit les choses simplement. N'oubliez pas que les gens vous lisent en diagonale. Mauvais exemple encore, les pop-up d'autopromo envahissants. Avant même d'avoir lu le contenu, je pense que c'est contre-productif. Pourquoi pas mettre un pop-up à la fin du contenu, ou en tout cas quelque chose qui peut apparaître sur les côtés, qui gêne pas la lisibilité, mais certainement pas par défaut. Puis alors vraiment mettre un capping. Une première fois, on peut l'avoir, mais pas 2 fois, quoi. Le titre flou et fade, évidemment, communication sur le Brexit. Là, on est sur de l'information de communication. Ça marche pas. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et donc, vraiment être beaucoup plus spécifique. Pensez vraiment que votre lecteur, il doit comprendre de quoi il s'agit. Et même si c'est de la communication interne, il a d'autres sujets d'intérêt. Alors la techno, dernier point, et pas le moindre, forcément, bien entendu, il faut elle doit se faire oublier en fait la techno. Il faut juste qu'elle soit stable, sécurisée et rapide. Donc stable, à quoi ça sert une application bien conçue si elle plante? C'est donc le premier critère, elle doit être fiable et quitte à réduire des fonctionnalités. Sécurisé, ça devient un sujet clé à l'ère des GAFAM, du doute global sur les données personnelles, sur le RGPD, etc. Les données doivent être sécurisées et on doit rassurer aussi les utilisateurs sur ce qui va être fait de leurs données. Donc, s'engager là-dessus, respecter vraiment les règles du RGPD qui ne sont pas juste là pour nous embêter, mais qui correspondent à un besoin également des consommateurs et des lecteurs. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter, la transparence sur les données, le fait qu'elles sont anonymisées, le fait qu'on doive aussi limiter leur usage à ce dont on a vraiment besoin, les supprimer, pas les archiver. Voilà, tous ces sujets-là du RGPD qui sont importantes et qui ne sont pas juste là pour embêter la publicité. Rapide, bien sûr, la rapidité, la vitesse, c'est un élément clé. C'est pas pour rien que les différentes plateformes comme Google ont inventé la MP ou Facebook Instant propose des contenus directement embarqués chez eux pour augmenter la vitesse de chargement et derrière augmenter la consommation des contenus. C'est un élément clé, une fois encore, lié à la surabondance de contenu. Il faut aller vite. Le mauvais exemple, quelques mauvais exemples. Facebook, bien sûr, qui a connu cette fameuse scandale du Cambridge Analytica où 87 millions de comptes ont été hackés, sur lesquels on a eu dont on a accès aux données. Vraiment, c'est quelque chose de... Ils vont s'en remettre, je pense qu'ils s'en remettent, mais en tout cas, c'est un mauvais exemple, évidemment.
Le manque de stabilité. Je n'ai pas testé la dernière version, mais Movie Maker, malheureusement, a longtemps été très instable sur Android. Elle plantait tout le temps, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, on s'arrête de l'utiliser. Donc, avant même d'aller chercher des fonctionnalités compliquées ou des usages complexes, il faut déjà s'assurer que ça se charge bien, que c'est fiable, que c'est stable et sécurisé. Problème de vitesse. Effectivement, à force de mettre des pop-up partout, de la programmatique, de l'affiliation, on ralentit les sites et du coup, c'est l'expérience utilisateur qui s'en trouve pénalisée. Ça veut dire que oui, on a bien conscience que derrière, il s'agit de gagner de l'argent, et notamment par la publicité. Attention, aujourd'hui, la publicité n'est plus du tout le premier vecteur de modèle économique des médias. Maintenant, c'est l'abonné qui est important, l'acheteur occasionnel éventuellement, mais certainement plus la publicité. Donc ça, il y a des arbitrages qu'il faut faire aujourd'hui pour arrêter ce type de contenu qui, lui, pénalise énormément de publicité, qui, lui, pénalise énormément les recrutements. Et voilà, je crois que je suis dans les temps. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver, bien sûr, plus d'informations sur notre site et notre proposition sur l'ESJ-pro.fr et puis sur Médiaculture, mon blog, où je développe un certain nombre de ces sujets un par un dans des conditions peut-être un peu plus sereines. Voilà, plus zen. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. La presse au futur, All for Content, 100% digital. Une production Dot Evans et Broadcast Associés.